avec un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Moi, je le dis toujours, mais la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est presque une obligation de le dire. C'est la vérité, donc bon, on te croit, Fabrice. Nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir ce soir Jean-Benoît Burnichon, qui est le directeur des sports et de la logistique de la ville de Clermont-Ferrand. Salut Jean-Benoît, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien, merci. Eh ben écoute, nous on est content que tu sois là. On retrouve nos chroniqueurs habituels avec Antoine Lafont qui était devenu un triathlète, hein, c'est ça, non ? Temporairement, mais je suis toujours chroniqueur avant tout. Mais félicitations, parce que le triathlon, c'est pas un sport pour moi. Mais en tout cas, ouais, est-ce que c'est un sport très difficile ? C'est bien Antoine, bravo. Merci, et puis Maxime qui est bientôt un joueur de paddle professionnel, c'est ça ? Ouais, au moins. Comme le dit Antoine, moi c'est du triathlon, c'est peut-être barbecue, rosé et quoi, et bière, tu vois. C'est mon triathlon à moi. Ouais, c'est ça, avec modération, hein, ouais, toujours, bien sûr. toujours. Bien sûr. C'était Maxime Secado, bien sûr, parce que j'ai oublié de dire ton nom, pardon. Alors je sais plus si je dois t'appeler Massimo depuis la victoire du PSG contre l'Inter de Milan, mais bon, on va rester sur Maxime Secado. Jean-Benoît, le Tour de France féminin démarre donc bientôt et il y aura un départ d'étape de la ville de Clermont-Ferrand. Raconte-nous tout ça. Eh ben, on a le plaisir d'accueillir un nouveau départ d'étape le jeudi 31 juillet. On a reçu en 2023 le grand départ du Tour de France des femmes. Et 2 ans après, on est très content de nouveau avoir le peloton professionnel féminin qui vient à Clermont-Ferrand et qui va partir de la place de Jaude, direction Ambert. D'accord. Donc en fait, Clermont-Ferrand devient la ville, alors pas incontournable, mais devient vraiment une ville importante dans le système du Tour de France, on va dire, parce que bon, le Tour de France masculin est là très souvent. Antoine. Non, on a longtemps été boudé, et puis c'est vrai que depuis 2020, je crois, quasi tous les 2 ans, on a une étape, donc tant mieux, hein. Oui, on est un territoire qui attire les organisateurs. Ouais. On a aussi une capacité d'organisation, une capacité aussi d'accueil qui est, on va le dire, très intéressante pour les organisateurs du Tour de France. On a les structures, les hôtels, et puis cette volonté aussi de l'organisateur de découvrir et de faire découvrir des nouvelles routes, des nouveaux massifs. Alors, ils connaissent le Massif central, mais c'est vrai qu'il y a un terrain de jeu ici qui est extrêmement intéressant pour les étapes du Tour de France. On l'a vu encore l'an dernier avec une étape dans le Cantal qui a été assez surprenante. Donc en fait, c'est vraiment, après je laisserai la place à mes amis, mais c'est vraiment une belle promotion pour la région de Clermont-Ferrand et des alentours en fait. Parce que c'est vrai que l'Auvergne est connue mondialement, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas certaines routes, certains monts, certains sentiers, j'en sais rien, mais c'est quand même une belle promo ça. Oui, il y a une histoire déjà avec le Tour de France. Le Puy-de-Dôme, forcément, a marqué des générations. Anquetil-Poulidor. Ah oui, tout le monde se souvient de cette montée extraordinaire, de cette photo qui a fait le tour du monde et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que on a su aussi retravailler avec les organisateurs. Pendant de nombreuses années, ils ne sont pas venus dans le secteur. Je crois que la ville de Clermont-Ferrand et Clermont-Auvergne Métropole a voulu reprendre contact avec les organisateurs et depuis 2020, effectivement, il y a une bonne relation avec Christian Prudhomme pour le Tour de France des hommes et puis Marion Rousse pour le Tour de France des femmes. Et il y a eu cette volonté de nouveau de les accueillir et de faire profiter des infrastructures de la ville et puis des possibilités qu'il y a ici pour des départs. Alors principalement des départs, mais qui sait, peut-être à l'avenir pour une arrivée. Tout ça est à travailler évidemment avec eux, avec Amaury Sport Organisation. Eh ben, c'est super ça. Antoine, Maxime ? Ouais, on a en plus le privilège d'avoir des paysages différents. On a du massif montagneux, moyenne montagne on va dire, et de la plaine, donc ça peut convenir effectivement à la fois à tout type de cyclistes. On sait qu'on a pas mal aussi de cyclistes hommes et femmes qui vivent dans la région et qui du coup sont bien entraînés pour les étapes à venir. Jean-Benoît, par rapport à l'étape la Clermont-Ambert, c'est un peu plus de 120 km. Toi, ton ressenti sur cette étape, ça va être une étape peut-être promise aux sprinters, c'était quand même assez plat.
On a un départ de Bretagne, du Tour de France. Progressivement, ils vont se diriger vers nous et c'est effectivement une des premières ou la première étape vraiment accidentée du Tour de France Femmes 2025. On monte le col du Béal. Il a été mis à l'honneur ce week-end avec la cyclo des copains, une très belle cyclo. Et c'est vrai que c'est les premiers cols. Donc pour le peloton professionnel féminin, ça va être une étape accidentée. Avec la gestion du premier col, des premiers mouvements de course en montagne. Donc on peut s'attendre à une étape dynamique. Ouais, parce qu'on l'a vu justement avec un début de Tour de France masculin assez plat avec des arrivées en peloton groupé. On sait très bien que le peloton est assez nerveux. Donc sur des premières étapes et cette première étape avec le col du Buel, on va voir justement peut-être les sprinteuses qui vont prendre un peu de recul et laisser place aux grimpeuses émérites. Je vois une échappée sur cette étape. Ah. C'est l'échappée qui rebout, je pense. Ah. Attention, parce que... Là, par contre... Ouais, on va commencer à le croire niveau pronostic. C'est monsieur... Alors, rendons Antoine ce qui appartient à Antoine. C'est un très très bon pronostiqueur. Non, mais quand j'ai parié il y a 2 semaines ici que le Stade Toulousain est champion de France, tout le monde me regardait bizarrement. Ça y est, recommence. Non, mais bon, on n'est pas là pour parler de rugby aujourd'hui. Mais... On va en parler un peu quand même, parce que j'ai une petite idée sur le sujet. Non, mais pour revenir, je pense que c'est une étape vraiment faite pour les baroudeuses. Ouais. Casse-pattes, et puis avant les Alpes qui seront beaucoup plus compliquées pour le coup, donc je pense que les leaders... Est-ce qu'il y a une favorite là ou pas ? Honnêtement, mais sur ma connaissance en cyclisme féminin est quand même plutôt plus limitée que chez les hommes. Ouais. Mais après... Oui, tu peux pas ressortir. Et pour le Tour de France masculin, tiens, tant que je t'ai... qui c'est qui va gagner le Tour de France De toute façon, pour moi, il n'y en a que 2 qui sont capables. C'est Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard. Et Van Der Poel, non ? Il passera jamais la haute montagne. Ouais. Il sera à plus de 2 heures, en général. Puis de toute façon, ça l'intéresse pas, donc... Ouais. Mais c'est sûr, il peut pas faudrait qu'il avoir progressé en montagne, quoi. Non. Je pense pas. Peut-être sur un autre profil de Tour de France, mais celui-là, il est particulièrement costaud. En plus. Non, mais même sur des garçons comme ça, c'est beaucoup trop lourd. Puis non, c'est pas du tout son gabarit. Après, je sais qu'il est impressionnant mais c'est vraiment son point faible, son talon d'Achille. D'accord. C'est la très haute montagne. Jean-Benoît, t'en penses quoi, toi, de Tadej Pogacar ? Il y a des gens qui disent que c'est un super athlète, d'autres qui disent que bon, voilà, il y a peut-être quelques suspicions. Moi, pour ma part, je pense que c'est un super athlète. Mais voilà, je ne suis pas un spécialiste de cyclisme. Aujourd'hui, il prouve qu'il est à l'aise sur tous les secteurs, que ce soit les classiques. Il a gagné 2 fois le Tour des Flandres. Il s'est présenté cette année sur Paris-Roubaix pour une première. Il a fait trembler Mathieu Van Der Poel jusqu'à sa chute dans un virage. Et puis on le connaît sur les grands tours. Il les a tous gagnés. Donc il est vraiment au-dessus du lot. Effectivement, il y a beaucoup de débats, de discussions autour de lui, autour de son équipe, autour de son manager. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'est pas mis en défaut sur quelconque dopage mécanique, etc. Donc, on a envie de suivre. En tout cas, il a de nombreux fans. Ouais. Il fait venir des jeunes sur les épreuves, notamment sur le Tour de France. Il est suivi par une grosse communauté. Il a cet avantage d'être un attaquant né, d'être très fort en haute montagne, d'être bon contre la montre. Il est complet. Son palmarès aujourd'hui parle pour lui. Et il est jeune en plus. Et il est jeune, il a 26 ans je crois, donc c'est un super athlète. Il est très gentil avec les médias, ça compte beaucoup. Hein. Ouais. On espère voir un gros combat quand même. En espérant que Vingegaard ne soit pas à la rue dès les premières grimpées. Quoi. Ouais, ça serait quand même ennuyant qu'il plie dès l'étape du Mont d'Or, par exemple, la concurrence. Quoi. Ouais. Bon, moi, j'ai un peu la peur de tout le monde. J'ai peur que le Danois, quand même, alors pas se crame, mais il est quand même assez bavard dans la presse, alors que Tadej Pogacar l'est beaucoup moins. Et on l'entend souvent dire non, mais Pogacar me fait pas peur, je suis prêt, etc. On l'a vu là au Dauphiné, Pogacar, il a mis 2-3 pétards, il avait eu du mal à suivre. Le Dauphiné, c'est pas le Tour de France. Hein. Non, on est bien d'accord. Mais... Non, mais regarde, alors, ok, il a été déclassé, c'est tabou d'en parler, mais Armstrong a toujours fait le Dauphiné, il l'a gagné que 2 fois sur cette victoire qu'on suit. Ouais. C'est vraiment une course de prépa. Ouais. C'est que Pogacar, il est bon de janvier à décembre. C'est ça. Ah, c'est sûr que c'est pas mais facile. Mais quand on voit un Remco Evenepoel qui a perdu dans une bordure le premier jour 39 secondes, il a dit c'est pas grave, j'ai perdu du temps sur. Enfin, on dirait qu'il joue déjà à la 3e place. Quoi. Ah, on parle quand même d'un garçon comme Remco. Quoi. Je pense qu'il a déjà fait aveu de faiblesse face à ces 2 monstres. Quoi. Après, je pense qu'il y a aussi
pas les mêmes équipes, on a vu, pas les mêmes budgets, etc. Est-ce que ça joue pas sur des grands tours comme ça? La Soudal Quick-Step, ils ont quand même un budget sympa. Ouais, mais quand tu vois la Visma et UAE, pour moi, c'est vraiment les deux gros épouvantails où personne peut en gros leur arriver à la cheville. Hein. Ils font un peu peur à tout le monde. C'est ça. Effectivement. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Jean-Benoît Burnichon, Antoine Triathlète Lafont et Maxime Paddle Secalo. Petit trait d'humour, hein. Enfin voilà, je fais ce que je peux. Il faut qu'on te trouve un sport, Fabrice. On est en fin de saison. Ah ben moi là, en ce moment c'est plutôt barbecue. Fabrice Barbecue Connor. Mais par contre, Christophe Carouget disait que, bon toi t'es jeune, hein, mais il disait que le paddle c'était un sport de vieux, donc je sais pas comment tu dois le prendre ça. Pas de souci, Fabrice, j'accepte. Alors tu voulais me parler d'une célèbre tribune. Ouais, bah écoute, tant qu'on est sur le sujet vélo et on fait une spéciale Tour de France aujourd'hui, comment ne pas parler de Raphaël Geminiani, illustre quand même figure du territoire, qui a fait aussi les belles heures de Clermont sur le Tour, avec une arrivée, il me semble, du Tour de France au Marcombe. Donc Jean-Benoît, tu peux nous parler de cette tribune Raphaël Geminiani? Je vais déjà vous parler du stade Philippe Marcombe qui a été rénové et réouvert en juillet 2021. Super stade, hein. On l'a vu là pour les interclubs. Les interclubs de Clermont-Athlé. L'athlétisme. Voilà, il y a eu un gros programme de rénovation. Le stade a plus de 100 ans. Et il y avait une volonté de la ville, parce que c'est un équipement sportif de la ville, de rénover cet équipement et le transformer en un parc urbain et sportif. Je pense qu'aujourd'hui, la réussite est vraiment au rendez-vous. On est passé de 150 000 usagers à 400 000 usagers, pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est vrai que Raphaël Geminiani est rentré dans ce stade en vainqueur sur une étape du Tour de France. C'était une Limoges-Clermont de mémoire, parce qu'il y avait un vélodrome avant dans ce stade. Donc il a gagné une étape du Tour de France chez lui. Après, il a eu sa carrière de cycliste, de directeur sportif, et puis dans toutes ces affaires qu'il a eues à Clermont et autres. Et on a toujours eu une relation avec lui. C'est lui qui a posé la première pierre du stade Philippe Marcombe. Ouais, génial. Donc voilà, il y a toujours eu cette relation, et on voulait absolument lui rendre hommage suite à son décès l'an dernier, à 99 ans. Donc on a marqué son centenaire, ses 100 ans, le 12 juin, par la dénomination de la tribune principale du stade Philippe Marcombe, qui fait 1500 places, qui donne sur la piste d'athlétisme et sur le terrain central qui accueille du rugby actuellement. Et donc on lui a donné son nom en accord avec sa famille. Et donc maintenant la tribune principale s'appelle Tribune Raphaël Geminiani. Et voilà, c'est vraiment c'est plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment un hommage qui est donné à ce sportif clermontois qui a toujours fait briller Clermont, mais aussi l'Auvergne à travers ses exploits sur le vélo et en dehors. Eh ben moi j'ai envie de te dire félicitations Jean-Benoît, sincèrement, parce que Raphaël Geminiani, c'est quelqu'un qui a fait rêver beaucoup de monde, qui a promu cette région Auvergne, qui a été quand même directeur sportif du grand Jacques Anquetil, faut pas l'oublier. Ouais, grand coureur Raphaël Geminiani. Bravo, sincèrement, félicitations. Antoine, Raphaël Geminiani, ça te parle ou pas, toi? Oui, il a fait deuxième du Tour, je crois, en 51 ou en 49, je sais plus. Ouais, peut-être, ouais. 51, ouais, peut-être. Ouais. Ça fait partie des rares Auvergnats à monter sur le podium, hein. Ils doivent être que 3, je crois. Ouais. Il y a Valkoviak qui le gagne en 56, et Romain Bardet, évidemment. Donc, ouais, Romain Bardet, ouais. Non, c'est plus mon grand-père qui m'en parlait. Moi, évidemment, que j'étais pas devant la télé. Non, mais c'est bien. Ou la radio, plutôt. Parce que je sais que tu as une grosse culture vélo, donc c'est pour ça que je te pose la question. Bah, quand t'aimes le vélo et que t'es Auvergnat, c'est un nom qui est obligé de te... tu connais, quoi, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin de sa vie bon pied, bon oeil. Et puis Bernard Hinault l'a dit d'ailleurs, parce qu'on lui parlait de son triste record de 40 ans. Il a dit le seul record que j'aimerais aller chercher, c'est celui de Raphaël Geminiani, quoi, d'être centenaire. Ouais, non, mais c'est... Ouais. La compétition, toujours. Ouais, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un qui était parce que c'est vrai que bon, dans tous les sports, il y a beaucoup de sportifs qui sont vraiment imprégnés de leur sport. Mais Raphaël Geminiani, c'est vraiment la personne qui vivait vélo du matin jusqu'au soir. C'est l'ancienne époque. Le vélo coulait dans ses veines, quoi. Ah, souvent, le vélo, c'est un virus. Hein. Ouais. Tu l'as attrapé, toi. À ma petite échelle, je sais de quoi je parle, mais bon, voilà, je ne vais pas me comparer à une légende comme ça, évidemment. Mais... Ouais. Non, normalement, virus, c'est quelque chose qui va et vient, mais ça peut être une maladie rare aussi, quelque chose qui reste, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai aussi.
Donc Jean-Benoît, est-ce qu'il y a d'autres stades, d'autres lieux qui vont être rénovés ou peut-être améliorés ou peut-être il n'y a pas besoin? Je ne sais pas, je pose cette question comme ça. On est en fin de travaux au quartier Saint-Jacques, au gymnase Thévenet, où joue l'Alpha Basket, notamment. On est en train de finaliser un double projet. On est en train de faire une extension de ce gymnase, donc une nouvelle salle de pratique, plutôt typée basket et multisport. Donc ça va être une belle extension du gymnase. Et on en profite aussi pour faire une rénovation énergétique du bâtiment, ce qui va améliorer le confort déjà des usagers, mais aussi améliorer nos consommations énergétiques du bâtiment. Donc voilà, ça va être terminé cet été et donc livré pour la rentrée sportive 2025-2026. Donc ça va être un nouvel établissement pour les usagers, en particulier pour les habitants du quartier Saint-Jacques. Donc voilà, des rénovations qui sont menées par la ville de Clermont. Est-ce que tu dirais, toi, que la ville de Clermont-Ferrand est une ville sportive? Alors, c'est pas moi qui vais le dire, mais c'est plutôt à travers le label Ville active et sportive sur lequel on a été récompensé au mois d'octobre 2024. La ville a candidaté, donc ça regroupe maintenant, c'est un label qui regroupe les élus du sport nationaux, ça regroupe l'ensemble des collectivités et qui fait référence aujourd'hui en termes de politique sportive et de ville sportive. On a candidaté pour une première fois et sur les 4 lauriers maximum qu'on pouvait obtenir, on a obtenu les 4 lauriers. Donc on est très fiers de ce label parce que ça met vraiment en avant l'ensemble des thématiques d'une ville et en particulier d'une ville sportive, les équipements, les animations, les associations sportives, les dirigeants, tout ce qui est mené, les événements qui sont accueillis. Donc on est très fiers de ce label, on le met en avant quand on a des dirigeants, quand on a des fédérations françaises qui viennent nous voir, etc. Et ça nous conforte dans ce qu'on fait au quotidien, puisque c'est un travail quotidien qu'on a avec les usagers, avec les responsables d'associations sportives, avec les utilisateurs de manière générale. Et donc on est assez content. Et puis ça rejoint notre slogan à la ville de Clermont, qui est Clermont 100% sport. Ah, c'est top ça. Une question ? Les amis ? Moi, c'était concernant Jean-Benoît, ton parcours que je connais un peu. On sait que du coup, tu as baigné aussi dans le monde du vélo avant d'arriver ici. Tu peux nous parler un peu de tes expériences en termes de cyclisme ? Alors, j'ai sûrement pas le même palmarès que mon collègue à côté de moi. Alors, moi, du coup, je me rapproche un peu parce que je suis de la team triathlon, moi. Donc, je suis... j'ai pratiqué d'abord le VTT parce que j'ai travaillé à Oyonnax et ils avaient une très belle organisation, la Forestière pour ceux qui connaissent, qui est un marathon UCI 100 km VTT, donc c'était un très beau terrain de jeu. Puis l'hiver on faisait beaucoup de ski de fond là-bas et puis après progressivement je me suis tourné vers des activités sportives un peu plus complètes avec le triathlon que j'ai commencé à Oyonnax et que je continue à faire ici en tant que licencié au Clermont Triathlon. Ça me donne l'occasion de vous donner rendez-vous au lac Chambon le dimanche 7 septembre, puisqu'on organise notre traditionnel triathlon au lac Chambon chaque année, et ça permet de faire participer des concurrents sur différentes épreuves. Eh bien, c'est noté. Puis, on fait un petit coucou à Philippe Barba, l'excellent président du Clermont Triathlon, que je connais bien. À notre premier invité de cette année, monsieur Antoine Bess. Et monsieur Antoine Bess aussi. Oui, licencié. Oui, c'est vous j'allais en revenir là. Ouais, c'est top. Ouais, Fabrice, comme tu dis, mon petit dos aussi m'a dit quelque chose, et comme le tien, il trompe rarement. Jamais. Tu n'es pas à ta première organisation d'un tour, Jean-Benoît. Enfin, d'un passage, entre guillemets, dans une ville. C'est vrai que j'ai eu la chance de croiser assez tôt le chemin et les chemins du Tour de France, les roues du Tour de France, puisqu'en 2005, donc ça fait 20 ans maintenant, ça remonte, j'ai été désigné comme chef de projet, je travaillais à Strasbourg à l'époque, à la communauté urbaine et la ville de Strasbourg, et Strasbourg a accueilli le Grand Départ, en 2006. Donc j'ai été désigné chef de projet, et c'est l'année où Christian Prudhomme arrive dans l'organisation du Tour de France et fait une année de passation avec Jean-Marie Leblanc.
Donc voilà, Victoire de Torouchov du prologue d'ailleurs en 2006. Voilà, sur le sprint, puisque le lendemain on a eu un sprint, on a eu un prologue et une étape avec un sprint final. Donc voilà, mon histoire avec le Tour de France, elle a commencé en 2005 avec le grand départ en 2006. Et puis à Oyonnax, on a eu aussi une arrivée d'étape et puis maintenant à Clermont-Ferrand. De retour sur le Gosse FM avec Jean-Benoît Burnichon qui est toujours présent avec nous. Antoine Lafont et puis Massimo Secalo. Ça fait bien, je trouve, hein, Massimo. Ça fait vacances, on est au mois de juillet, ça va très bien. Ouais, nickel. Ça sent bon la Sicile et la Mozza. Et les 5-0. Et ben en parlant de région, justement, en parlant de la Mozza et de la Sicile, ça n'a rien à voir avec la région dont on va parler, qui est le Livradois-Forez. Si, il y a le fromage en commun. Tu peux y retourner avec la Fourme d'Ambert. Mais la Fourme d'Ambert, c'est bien meilleur quand même que la Mozzarella. Mais bon, enfin bref, chacun ses goûts. Donc, c'est super pour cette région d'Ambert, qui est dynamique aussi au niveau sportif. Et puis, nous avons un beau studio, le Gosse FM, sur Ambert. Et on peut écouter le Gosse FM sur 99.1. Ça, c'est dit. Alors, est-ce que, Jean-Benoît, toi qui es directeur des sports et de la logistique de la ville de Clermont-Ferrand, si tu étais à Ambert, par exemple, je sais que tu serais réjoui de cette arrivée d'étape. C'est la force du Tour de France. Hein. Christian Prudhomme, Marion Rousse le disent souvent, c'est venir partout. Dans les villages, dans les moyennes villes, dans les villes, les grosses agglomérations. Et donc là, ils partent de Clermont-Ferrand, qui est la capitale de l'Auvergne, et ils vont jusqu'à Ambert pour cette étape, pour faire vivre un territoire. Alors on est presque sur une étape et on l'a découvert en préfecture, en réunion officielle. On pensait que la 6e étape était 100% Puy de Dôme. Et finalement, il y a 200 mètres dans la Loire. Donc, le haut du Béal, il y a 200 mètres qui est concerné par le département de la Loire. Donc, bon, on va quand même conserver les... On reste se chauffer un peu, quoi. On est presque sur le 100% Puy de Dôme, mais c'est effectivement la mise en avant d'une région, d'un territoire, d'un département, de deux villes qui se connaissent, qui travaillent de temps en temps sur des sujets et qui auront l'occasion d'être reliés par une étape du Tour de France Femmes. Ambert aura le privilège d'avoir le nom d'une vainqueur associé à sa ville, peut-être d'un maillot jaune, distinctif, un changement de maillot, etc. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour la ville. Et puis ça met en avant tout le travail qui est fait certainement par les bénévoles, par les associations. On a parlé de la cyclo des copains. C'est vrai que c'est une très belle référence et une très très belle cyclo qui a su se renouveler, qui a su renouveler ses formats, qui a su s'adapter et qui attire chaque année des milliers de cyclistes sur des très belles routes. Donc voilà, c'est une belle promotion aussi pour le vélo et pour les routes. Hein. On a des très belles routes à vélo, donc il faut en profiter. C'est génial tout ça. Alors le 42, à la limite, on peut l'accepter, hein, parce qu'il y a une grande équipe de football qui joue en vert dans le 42, donc moi ça passe bien, mais c'est vrai qu'on peut l'accepter. Est-ce que mes amis ont une question ou peut-être quelque chose, un avis à donner ? Toi, Jean-Benoît, tu parlais aussi des bénévoles. C'est important peut-être d'en parler parce que chaque arrivée, chaque grand départ, chaque départ de chaque étape ne serait rien sans toutes les personnes mobilisées, les bénévoles, les personnes des villes, des métropoles, etc. Et tu le sais mieux que quiconque, la veille, la nuit qui précède, c'est un chantier immense à mettre en place. Et alors, bien sûr, les équipes d'ASO, etc. sont forgées à tout ça. Mais coup de chapeau quand même à toutes ces communautés d'agglos et ces villes et ces petits villages qui accueillent un événement mondial. C'est un événement mondial. La première chose, c'est de construire avec Amaury Sport Organisation le stade. Le Tour de France, ça ne se joue pas dans des arénas, ça ne se joue pas dans des stades fermés, ça ne se joue pas sur un terrain de tennis. Ça se construit tous les jours. Un site départ, c'est sûr. Un site arrivée. Donc les premiers enjeux, c'est d'abord de répondre au cahier des charges de l'organisateur. Qui est gros, le cahier des charges, il est quand même un peu énorme, non ? Alors, eux, ils ont leur format de site départ, de site arrivée. Mais la force du Tour de France, c'est qu'ils s'adaptent à chaque territoire, à chaque ville. Et quand ils ont décidé de venir, c'est qu'en amont, ils ont fait leur propre repérage. Ils savent qu'ils peuvent construire
avec la ville, avec les bénévoles, avec tous les services de l'État, etc. Ils ont les conditions réunies pour organiser leur épreuve. Mais effectivement, c'est vraiment une mixité de compétences et de talents, on va dire, sur le territoire qui est demandé. Faut que tout le monde travaille main dans la main, les différents services de la ville, les différents services de l'État, pour accueillir dans de bonnes conditions les départs, les arrivées. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge et tout est différent en fonction de la taille de la ville, en fonction de la taille de la métropole. C'est une prouesse technique parce que quand on parle, tu vois, par exemple, de revenir au Tour Homme, faire un village départ d'Enza, il y a un village qui me vient en tête, Casneno-Magnoac, qui est le village d'Antoine Dupont dans le sud-ouest, qui est, je pense, peut-être de la même taille qu'Enza. Ouais. Quand tu te dis qu'il y a autant de personnes, où le maire d'Enza qu'on a reçu ici nous a parlé de la multiplicité du nombre de personnes qu'il y a à avoir au mètre carré à Enza le 14 juillet, c'est quand même impressionnant de réussir à loger toutes ces personnes, toute cette organisation. Donc, c'est une vraie performance, c'est sûr. Tout chapeau c'est sûr, à cette organisation excellente. Ouais, c'est sûr. On a une très bonne relation avec les organisateurs du Tour de France et ils arrivent dans les villes avec la volonté de réussir tous ensemble. Ils viennent pas en écrasant, en donnant la leçon, en disant c'est nous les meilleurs, on a déjà fait des départs depuis Londres, depuis les capitales européennes, poussez-vous en arrive. Non, au contraire, ils viennent, ils disent bah voilà, nous on a besoin de ça, on a pensé à ça, est-ce que ça peut fonctionner dans votre ville? Oui, non. Et voilà, il y a vraiment un travail qui est fait avec les antennes locales, on va dire. Oui, ils s'adaptent au territoire, quoi. Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi pour le Tour de France, parce que finalement, il y a aussi des initiatives qui se mettent en place, locales, etc. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, vous pouvez. Comment? Pourquoi? Voilà, tout ça est travaillé. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir autant de candidatures. Hein. Si aujourd'hui, il y a 300 villes en France qui font acte de candidature chaque année au Tour de France, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est que c'est une fête populaire, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et c'est une ambiance... on amène une ambiance d'été. On parlait d'été tout à l'heure. Voilà, c'est le Tour de France, c'est aussi ça. C'est des souvenirs. C'est une vraie fête populaire. On voit sur les. C'est une des plus belles cartes postales premières aussi. Étapes, parce qu'on le voit aussi avec les images magnifiques que fait France Télévisions, avec les hélicos, etc. On a un beau pays. Honnêtement, maintenant, le Tour de France, c'est aussi avec Franck Ferrand qui parle, etc., de tous les paysages traversés. On voit qu'aussi, moi je sais que dans ma famille, pour parler, des gens qui n'aiment pas le vélo s'intéressent aussi au Tour de France parce qu'ils découvrent des paysages sublimes qu'on ne peut que voir en hélicoptère et qui permettent de montrer la beauté de la France aussi. Et puis le Tour de France, c'est une institution. Ça. Moi, ça fait 50 ans que je regarde le Tour de France, quoi. Avec mon papa, par exemple. Tu l'as fait, pas, Fabrice, ouais, j'ai un peu plus que 50, mais avec mon papa, par exemple, qui était un féru d'Eddy Merckx, on ratait pas. Il était hors de question de rater le Tour de France. C'est vraiment une institution. Comme l'a dit Christian Prudhomme, je crois que c'est le Tour de France, c'est celui qui passe devant ta porte, devant ta maison. C'est la compétition qui ressemble à tous les Français, en fait. C'est le Tour de France, mais aussi c'est aussi le Tour de la France. C'est ça. Exactement. On est tous pareils quand tu vois le peloton passer devant ton portail. Exactement. Ou quand tu vois mamie qui agite le drapeau, forcément ça fait plaisir. Exactement. Puis il y a encore que du monde là sur ce départ de Tour. C'était c'est dingue, c'est dingue. Et donc tu as dit que c'était Mathieu Van Der Poel qui a gagné le Tour, toi, c'est ça? Non, pas du tout. On en parlera tout à l'heure. Il sera même pas dans les 50 premiers. Mais on verra. Enfin, en tout cas, c'est un bon sprinter. Hein. Oui, j'aimerais bien voir ses jambes. On revient sur la victoire et son sens de la course. Oui, et son sens de la course. Et il a une classe vraiment phénoménale, je trouve, sur le vélo. Il est très beau à voir. Il est très très bon. Très très bon. Et en fait, il a de bonnes gènes, tout simplement. Ouais. Oui, c'est le fils. Ça aide. Il est meilleur que de Raymond Poulidor. Et le fils d'Adrie Van Der Poel. En plus. Qui n'est pas non plus n'importe qui. En plus. Donc vous avez vu aussi qu'il y a eu l'Euro féminin en football et le premier match d'équipe de France a été en direct sur TF1. Ça, c'est une belle promotion. T'en penses quoi, Maxime, toi, de cette belle promo? Ouais, je trouve que depuis, alors on a eu les Jeux Olympiques l'été dernier, mais de plus en plus, le sport féminin à proprement parler. On sait que le rugby féminin a connu ses premières diffusions en prime time sur Canal+. Donc là, d'autant plus sur TF1, comme tu dis, chaîne publique, c'est encore mieux. 21h en plus, un dimanche soir. C'est ça. Enfin, chaîne privée, mais accessible à tous. TF1, ouais. Mais en soi, c'est très bon pour le sport féminin globalement. C'est sûr qu'on voit, on voit en plus des équipes qui se professionnalisent de plus en plus.
qui ont des centres d'entraînement partagés. On voit des équipes comme le FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais, qui, maintenant c'est plus approuvé, qui étaient un peu les pionnières dans ce milieu-là. Mais en tout cas, c'est super. L'Olympique Lyonnais, c'est un club de football qui est... Ah oui, c'est un club de football, c'est vrai, l'Olympique Lyonnais, ouais. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie avec Jean-Benoît Burnichon, qui a une très très belle culture vélo. Il fallait le signaler. Antoine Lafont et Massimo Secalo. Antoine, donc je rends Antoine Lafont ce qui appartient à Antoine Lafont. Tu avais pronostiqué la victoire du Stade Toulousain en finale du top 14. Il faut dire AV Antoine. AV Antoine, voilà. Non, mais... Ça me fait mal quand même, mais bon, je dis AV Antoine quand même. Un géant ne meurt jamais. Par contre, là où je te crois pas, c'est qu'à 33 partout, tu dis que tu étais serein. Non, mais alors, comme je te dis, je suis ni toulousain ni bordelais, donc j'ai très bien dormi. J'ai plutôt... C'est super de regarder un match neutre. Surtout quand t'es supporter de l'ASM et que t'as le cardio qui monte un peu. Mais simplement, quand je disais ici il y a 2 semaines que Toulouse allait être champion de France, vous m'avez regardé. J'ai l'impression que j'avais dit vraiment n'importe quoi. Ouais, parce que moi je pensais que Bordeaux allait gagner, sincèrement. Voilà, donc j'étais bien content par rapport à ça. J'avoue que j'ai jubilé tout seul. Ouais, mais bon, je trouve que c'est quand même. C'est une finale qui laisse quand même un goût amer par rapport au salary cap, moi je trouve. Et je suis très sérieux. Écoute, je savais pas. Parce que comme ils ont 60 joueurs sur la saison, ils peuvent faire tourner en prolongé, ça se sent. Je savais pas que tu étais commissaire au compte. Il y a une équipe. Mais... Non, mais il y a une équipe qui est... Mais je suis pas le seul à le dire. Hein. Bah écoute, le middle le dit, il écrit noir sur jaune parce que le middle c'est jaune. Mais les salaires, ils ont pas été augmentés avant la finale, hein, c'était la même chose. Là, on parle du pronostic. Après. Non, mais sur la saison, enfin la prolongation, pour moi, elle est un peu biaisée parce qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur du côté de Toulouse. Après, je pense qu'on parlait tout à l'heure un peu de ballon rond. Je pense que Stade Toulousain, c'est clairement le Real Madrid du rugby. Le quoi ? Le Paris Saint-Germain du rugby. Parce que le Real, non, ils ont fait une saison blanche. Ah oui, mais hormis cette année, ça arrivait au Stade Toulousain de perdre des demi-finales de Coupe d'Europe contre le Leinster. Mais le Real Madrid, sur des années, quoi qu'il arrive, des fois, tu les pensais perdus. On a vu des remontadas avec Benzema, avec Ronaldo. Et quoi qu'il arrive, c'était souvent le Real qui gagnait à la fin. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Stade Toulousain, malgré qu'il soit malmené, avec plein de faits de match. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Toulouse, ils font la différence sur une seule chose. Et ça, c'est Guy Novès qui en a parlé il y a 30 ans. C'est la culture de la gagne. Point final. Ils n'ont pas perdu une finale depuis 2008. Guy Novès a inculqué en 2005, ça n'est plus valable en 2025. Ouais, mais regarde Fabrice. Non, mais c'est la culture du club. C'est comme quand on parle de Real de Madrid, excuse-moi, mais le Real de Madrid de Toulouse en 1960, je vois pas ce qu'il faisait avec le. Mais il n'y a pas que les seniors. Non, mais Antoine, il n'y a pas que les seniors qui sont champions de France à Toulouse depuis des années. T'as les Crabos, à la Mercerie. Oui, mais je veux dire, ce qui a été inculqué, c'est comme quand on parlait des. Je me rappelle, c'était Benjamin Kaiser qui avait gueulé à l'SM. Quand on lui parlait des finales perdues, il dit, mais je crois qu'il a dit mot pour mot, mais qui j'en ai à foutre de 1935, quoi. Quel est le rapport avec l'ASM de 2020 ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette culture de la gagne, elle dure depuis des années. Oui, et ça fait partie de l'identité du club. Quand tu prends une licence au Stade Toulousain, tu sais que tu risques d'être champion de France ou champion d'Europe. Et tu sais quoi ? Même en jeune, tu vois ? Fabrice, c'est ce que Aurélien Tchouameni a dit quand il a signé au Real. Il a dit, peu importe si on est champion cette année, l'an prochain et tout, je sais que je suis rentré dans la plus grande maison limite du monde du football. 14 Ligues des Champions, personne n'a fait 15. 15, voilà. Je suis même en retard, ils vont trop vite pour moi. Ouais. Mais bon, il y a le chat noir qui vient de signer, donc... C'est ça. Ouais. Alors le chat noir, on en parle, tiens, justement, là, vous me tendez la perche. Le chat noir, Jean-Benoît, il s'appelle Kylian Mbappé. Je te demanderai ton avis sur Kylian tout à l'heure. Tu auras un avis plus sage, je suis sûr, que mes 2 amis. Et si le PSG battait le Real Madrid 5-0, par exemple, aller un peu de football fiction, ce serait une catastrophe, non, pour Mbappé ? Ah, ça serait génial. Il retourne à Paris, non ? Bah après, il va toujours mettre le dos que la Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est pas un trophée en bois, mais je veux dire, c'est pas ce qui fait rêver. Ouais, c'est du bois amélioré. Mais c'est sûr que là, je pense qu'il a une revanche à prendre. Parce que si le Real Madrid bat avec la manière le PSG, ça fera pas oublier le sacre en Champions League qu'il n'a pas eu avec son ancienne équipe, mais ça fera un peu mieux passer la pilule, je pense. Et s'il rate son match, tu penses que ça peut lui plier sa saison déjà ? Je pense que mentalement, déjà les supporters vont bien lui tomber dessus. Ouais. Et puis, ouais, je pense qu'il va broyer du noir. Même s'il va dire qu'il s'en fiche, je pense que pas du tout. Puis là, en plus, il n'a pas fait le début de compétition, donc il n'a pas bien d'excuses à dire qu'il est un peu fatigué, etc. Il a pu se reposer. Je pense qu'il a mis son maillot du Bayern Munich. C'était samedi après-midi. Jean-Benoît, Kylian Mbappé, vaste sujet, non ? Il serait bien au Clermont Foot, mais il n'a pas voulu venir. Donc. Ça reste un super joueur. Ouais. C'est le capitaine de notre équipe de France. Donc voilà, on est très fiers, je pense, d'avoir un joueur comme ça en équipe de France. Après, voilà, hein, c'est la dimension du football. Hein. Hier, j'écoutais un débat sur Mbappé. S'il marque, s'il est amené à marquer un but contre le PSG,
sur la célébration qui va suivre. S'il célèbre le but, qu'est-ce qu'on va dire? S'il célèbre pas le but, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, tout est sujet à débat, encore plus en Espagne, où il y a des émissions de radio comme vous qui sont quotidiennes, encore plus au Real Madrid, encore puis plus... les Espagnols, ils y vont pas par le dos de la cuillère, par contre. Non, mais c'est des dimensions qui nous dépassent, et c'est vrai que c'est des sujets sans fin. C'est pas une erreur de partir, là? Il serait resté un an de plus, il était champion d'Europe. Non. Non, c'était son souhait l'ultime souhait. Puis Paris n'aurait pas été champion d'Europe avec Mbappé. Tu vas dire, on pourra jamais vérifier cette parole, hein, mais, non, moi, j'en suis sûr. Je sais ce que je vais t'acheter pour Noël, toi. Un t-shirt avec la photo d'Mbappé, hein, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Donc... Non, je sais que tu l'aimes pas du tout. Je respecte le joueur, mais bien sûr, bien sûr, je te taquine. Non, je pense qu'en soi, c'est du mauvais timing. 15 secondes. Le Real a fait un recrutement pourtant encore XXL. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas prise, et puis Paris a fait un effectif au-delà des stars, et puis voilà, ça a marché. Et après, il faut s'accrocher. Regarde, je te fais une belle transition. Regarde, Nico Hülkenberg qui fait son premier podium de Formule 1 après 239 Grands Prix. Et ben voilà, comme ça quoi c'est une Mbappé belle transition. Toujours, Nico Hülkenberg, je suis vraiment heureux pour lui. Ouais, franchement. Norris aussi, Norris a gagné. Surtout avec la kick sauber, quoi. Ouais. Je veux dire. Ouais. Non, chapeau. J'avais du mal à voir du vert sur le podium. J'avais cru que c'était ma télé qui déconnait. Moi, j'avais pas compris. C'est vrai. Mais il y a longtemps qu'on n'a pas vu de vert sur le podium. Enfin bref. Et c'est vrai que pour Nico Hülkenberg, c'est vraiment génial. Verstappen fait encore une petite bêtise. Mais il était trop énervé encore. Ça se sentait dans son baquet. Et puis Norris qui gagne, qui a supporté la pression. Tu suis la Formule 1, Jean-Benoît, un peu? Alors, je suis par l'intermédiaire de mes enfants, parce qu'ils sont complètement fans de F1. J'ai compris pourquoi grâce à Netflix. Et maintenant, les trois, même la dernière de 14 ans, connaît tout, suit les temps, regarde les qualifications. Enfin, ils sont vraiment... C'est dingue, hein, cette nouvelle génération qui c'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Qui a pris, cette ambiance, ce sport-là, et c'est tant mieux, ils découvrent plein de choses à travers. Surtout que c'est ouvert cette année en plus. Ouais, en plus, ouais. Non, c'est très surprenant. C'est Fabrice, mini coup de gueule sur les pneus, parce que ça a été un sacré chaos quand même ce Grand Prix. Attention, parce qu'on est dans une ville quand même où il y a... juste, on peut en parler, c'est Pirelli, c'est pas Michelin, donc on peut en parler. Mais Michelin ne veut pas aller en Formule 1. C'est ça. Il ne veut plus aller en Formule 1. Et moi, je comprends pas pourquoi il y a des choix pareils, pourquoi il y a des pneus Maxi Pluie qui existent, et pourquoi les écuries, ou alors la FIA, pour le coup, décide de pas mettre ces pneus-là. Tu sais que tu vas avoir un Grand Prix dantesque avec normalement une météo qui va pas être pour eux, et ça fait des crashs qui ont été quand même un peu violents. Après la FIA, c'est pas la première erreur qu'ils font. On est bien d'accord, Fabrice, mais je trouve que là, franchement, sur un Grand Prix comme ça, tu vois, tu peux mettre la vie de pilote en jeu quand même. Tu vois. Là, tu joues quand même avec des choses qui sont. D'ailleurs, je propose ma candidature, moi, pour être président de la FIA. Je te soutiens, Fabrice. Faut que j'envoie un mail quelque part. J'ai pas d'adresse mail. Si vous en avez une, ou. Mais donc voilà, petit coup de gueule où je pense que. Mais t'as bien fait. Il faudrait quand même veiller à tout ça pour la sécurité des pilotes. Hein. Super. C'est surprenant en plus la pluie en Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. On s'y attendait pas. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est ça. Bien joué Jean-Benoît, c'est vrai. Donc je voulais terminer avec toi parce qu'il nous reste à peu près 1 minute 50. Qu'est-ce que tu as pensé des performances des clubs clermontois cette année? La SM Clermont-Auvergne qui finit 5e du top 14, et c'est Antoine qui avait dit qu'il serait parmi les 6. Quelle belle saison et de la pareil, SM. on m'avait fait les gros yeux une fois de plus. Mais quelle belle saison de la SM avec des matchs toujours réguliers. Enfin bref, voilà. Le Clermont Foot qui sort par la petite porte. Et puis le Clermont-Auvergne Athlé qui a des résultats incroyables. Ça, par contre, c'est vraiment un grand club. Ouais, le Clermont-Auvergne Athlé qu'on a accueilli, on en parlait tout à l'heure au stade Philippe Marcombe, qui a organisé une finale d'Interclub Elite 2, qui avait un gros objectif de remonter immédiatement en Elite 1, qui est la première division en athlétisme. C'était pas gagné en début d'après-midi. Hein. C'était pas gagné en début d'après-midi, et Paris gagné, il termine dans les 2 premiers, il remonte, donc ça va faire du bien à ce club, à tous les entraîneurs, à tous les bénévoles qui sont là pour soutenir les athlètes. Le Clermont Foot, ça a été une année difficile, une année de descente en Ligue 2. Ils pensaient faire des meilleurs résultats. Je pense que le groupe va repartir de l'avant. La construction de la nouvelle tribune va donner aussi une nouvelle dynamique avec Clermont-Auvergne Métropole qui a investi dans le stade Montpied. Donc voilà, on compte sur eux pour redresser la situation. Et puis l'ASM, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est les matchs à guichet fermé. On a l'impression que le public revient, prend plaisir
à venir au stade Marcel Michelin, soutenir son équipe. Je suis pas un spécialiste du jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu on a dit qu'ils ont été assez irréguliers. Voilà, c'est aussi en construction. Christophe Furios, que j'ai connu à Oyonnax, fait son œuvre ici. Et bon, bonne chance pour la nouvelle saison. Ils ont pris un gros tirage par contre en Coupe d'Europe. Hein. On parlait de Toulouse, je crois qu'ils vont ils vont de nouveau les affronter. Ça va être épais. On verra la différence. Et c'est déjà terminé. Merci Jean-Benoît d'avoir répondu positivement à notre invitation. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, en podcast et sur nos réseaux sociaux. À mardi prochain sur Ghost FM. Au revoir. Avec un S à sport. Ghost FM.